Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel on se penche sur le jeu Andromeda's Edge qui est la... on va faire ça comme ça, c'est comme une grosse boîte, hein, je te ferai remarquer, c'est aussi haut que moi. Andromeda's Edge est un jeu de Luke Lawrie, cette fois-ci il y a un co-auteur qui s'appelle Maximus Lawrie, je vais assumer que c'est quelqu'un dans sa famille. C'est un jeu qui est la suite spirituelle, pas thématique mais spirituelle d'un jeu qui avait un beau succès critique qui s'appelait Dwelling of Eldervale, qui était un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est donc un jeu compétitif, 2 à 4 joueurs, il y a un mode solo que j'ai pas essayé donc je t'en parlerai pas. Avec une extension on peut même aller jusqu'à 5 joueurs mais ça doit être quand même assez long comme partie. C'est un jeu principalement de placement d'ouvriers dans lequel on va prendre différents vaisseaux spatiaux. On est dans une galaxie, des confins stellaires, du monde qui se tape dessus pour prendre contrôle de la galaxie. Fait qu'on va placer nos vaisseaux sur différentes planètes, prendre des actions qui sont associées aux dites planètes et éventuellement, qu'on pourra faire ça, on va prendre tous ces vaisseaux, on va les rapatrier puis on va déclencher un paquet de modules différents qu'on va avoir installés au fur et à mesure que la partie avance en utilisant les ouvriers qu'on va avoir placés. Il y a du combat, il y a des cartes tactiques, il y a un paquet de choses. Le setup est quand même assez crunchy. Donc, je vais tenter clairement, parce qu'il est tard et je suis fatigué, je vais tenter clairement de te l'expliquer, de t'expliquer comment on l'installe, comment on y joue, et je vais revenir à la fin pour te dire ce que j'en ai pensé. Spoiler, c'est pas plate. Donc, au niveau de la mise en place, si on commence tranquillement, une fois que tu as installé ton plateau de jeu principal, à côté, tu vas avoir deux petits plateaux à placer. Tu as le scrapyard où les vaisseaux, une fois qu'ils vont se faire détruire, ils vont toujours aller s'installer là. Fait que ça, tu fais juste l'installer quelque part. Puis on a un petit setup à faire avec la tuile événement. Juste ici, tu vas avoir un jeton à aller placer. Tu vois qu'il y a un nombre de joueurs écrit sur le côté. 1, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5 joueurs. Disons que j'ai installé une partie à 2 joueurs. On va donc placer le marqueur événement juste ici. Ensuite, tu vas avoir 2 decks de cartes événements. Ces 2 decks-là qui viennent dans la boîte de base du jeu. Si tu as des extensions, des stretch goals, tu vas avoir un 3e deck de cartes événements. Tu vas en choisir un des 3. Pour les premières parties, on recommande celui-là qui est un petit peu moins sévère que les autres decks événements. En fait, qui est généralement positif. Tu brasses ça, tu vas aller placer ça juste ici. Une fois que tu as choisi ton deck événement, peu importe lequel tu utilises, tu n'auras pas besoin des 2 autres, tu peux les ramener dans la boîte. Pour la mise en place du plateau lui-même, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est d'installer notre galaxie. Pour ce faire, on va prendre les 6 tuiles indiquées base qui vont toujours être dans notre mise en place initiale et on va avoir une autre série de 15 tuiles. C'est 5 couleurs de planètes, on les voit ici, bleu, jaune, rouge, ainsi de suite, en 3 exemplaires chaque. Et de cette pile-là, on va en prendre un certain nombre qu'on va brasser avec ma série de base. Le nombre que je vais prendre va dépendre du nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 2 joueurs, je vais en avoir 4 que je vais prendre au hasard. Je n'aurai 2 de plus, donc 6. Partie à 3 joueurs, 8, une partie à 4 joueurs. Une fois que j'ai pris mes 4 tuiles au hasard, on va les brasser avec les 6 tuiles que j'avais mis de côté. Mes 6 tuiles de base qui sont toujours dans la mise en place initiale. Et on va les distribuer sur les plateaux. On va tout simplement partir de la première case en haut à gauche. Et continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai placé mes 10 tuiles. Tout au long de la partie d'ailleurs, on va toujours respecter cette règle-là. À chaque fois qu'on va avoir à placer des tuiles, on va toujours prendre le premier espace le plus haut possible et le plus à gauche possible. Fait qu'on va tout simplement toujours suivre cet ordre-ci. Une fois qu'on a placé nos 10 tuiles, il va y avoir des jetons lune à les placer sur les tuiles. Je vais savoir quelle tuile a besoin d'avoir des jetons lune parce qu'il y a un petit cercle comme ça, juste ici. Ces 10 jetons lune, on peut les trier déjà par couleur puis en faire des piles de 3 parce qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin de placer des jetons lune, on va toujours prendre un groupe de 3 de la couleur correspondante et révéler le premier jeton de la pile. Je vais donc avoir à répéter l'opération juste ici, cette fois-ci avec des jetons bleus. Faire la même chose avec une série de jetons verts à droite ici. Et je vais toujours en avoir une 4e, donc j'en ai une autre à placer juste ici avec une autre pile de jetons bleus. Pendant qu'on est là, on va également avoir des piles de jetons à placer dans les planètes nébuleuses qui sont juste ici dans les nébuleuses, dis-je, pas les planètes, mais les nébuleuses. Fait qu'on va tout simplement prendre un jeton
au hasard. On en a 6. On va le mettre face ouvert en début de partie pour qu'il soit révélé. Et on va ensuite pouvoir s'occuper du haut du plateau. Dans le haut du plateau, on va avoir 4 zones à aller placer des decks de cartes modules. On va avoir des modules scientifiques, des modules de production, des modules commerciaux, puis des modules économiques ou sociaux, je ne me rappelle plus trop. Fait que c'est des choses qu'on va aller acheter pendant la partie pour faire progresser notre empire galactique. Pour chaque pile, on va révéler les 3 premières cartes qu'on va aller placer sur les cases comme ça. Et quand on a fini de placer toutes nos cartes modules de base, on va aller avoir à s'occuper des pistes ici, de la mise en place générale. On a une piste de suprématie militaire qui est dans le milieu. On voit que sur cette piste-là, il y a 3 zones avec un petit hexagone marquant 2 points de victoire. Sur ces 3 zones-là, on va aller placer un jeton, comme ça, de suprématie. On a une piste scientifique avec également 3 zones où on va avoir des jetons à les placer. Cette fois-ci, on va prendre nos jetons scientifiques au hasard. On va se faire des piles de 5 et on va les placer sur chacune des cases. Une pile de 5. Fait que je vais en avoir une ici, une deuxième ici et une troisième juste à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir à choisir quel raider on va utiliser dans la partie. C'est des vaisseaux ennemis qui vont affronter toutes les factions, qui vont déranger nos plans. On a 5 types de raiders, il faut en choisir un de chaque. Chaque raider correspond à une série de vaisseaux, une série de miniatures. Par exemple, les Vorticon Strikers, ça correspond à ce vaisseau-ci, ici. Fait qu'on va avoir à choisir nos raiders, à les monter. On peut prendre la façon qu'on veut, on peut piger une carte au hasard, puis ça prend des raiders de chaque catégorie. Fait qu'on a une catégorie S, A, B, C, D. Fait que moi, généralement, je pige une carte au hasard de chaque type. Une fois que tes 5 raiders sont choisis et identifiés, tu vas les placer proche du plateau, proche de leur carte pour que tu aies accès rapidement à leurs règles d'apparition, leurs règles pendant le combat, etc. On va commencer la partie avec toujours 2 raiders de classe S. Pour savoir où ils vont commencer, tu vas tout simplement lancer 2 dés. J'ai roulé un double 3. Je vais donc aller chercher la nébuleuse qui correspond au chiffre que j'ai roulé, qu'il soit singulier ou pluriel. Dans mon cas, c'est un seul chiffre. Mes 2 raiders vont donc commencer au même endroit. Si j'avais roulé 3 et 5, j'en arrive un là, puis un là. Par exemple, les autres cartes Raider ainsi que les miniatures qui y correspondent, tu n'en auras pas besoin pour cette partie-là. Tu peux remettre ça dans la boîte. L'autre chose que tu vas te placer proche du plateau, dis-je, ce sont les bâtiments. Il y a 5 types de bâtiments, 3 exemplaires chaque. J'ai une version de luxifiée, donc des mini. Sinon, tu vas avoir des espèces de standee ou des tuiles de carton. Chaque bâtiment est associé également à un deck de cartes de sa couleur. Il va avoir normalement 3 cartes qui correspondent au bâtiment. Si tu vois ce symbole-là, c'est les 3 cartes que tu vas utiliser pour le mode solo. Moi, j'en aurais donc pas besoin. Fait que je vais utiliser juste ces 3 cartes-là pour chacun des bâtiments. Comme tu peux le constater, le système de luxe, tout est placé dans cette boîte-là. Fait que tu as juste à l'ouvrir puis à la placer. Sinon, tu t'assures d'avoir tes decks de cartes qui correspondent à chacun des bâtiments. Pour terminer la mise en place, on va choisir la durée de la partie. Tu vois qu'il y a des zones roses dans le bas du plateau de jeu. Fait que j'ai le 50 qui est juste ici, le 60 qui est là. J'ai le 70 qui est ici. On va choisir une longueur de partie. Par exemple, je pourrais choisir une partie de longueur moyenne en mettant le jeton de fin de partie sur le 60. Une longue serait à 70. Une courte serait à 50. Ce qui va me rester à placer près du plateau de jeu, ce sont les diverses ressources. Fait qu'on va avoir un deck de cartes tactiques. Les joueurs vont avoir un certain nombre à en piger en début de partie. On va se garder pas loin les dés pour les Raiders. Il y en a 6 qui leur appartiennent. On s'assure de garder près de la zone de jeu les tuiles de planètes qu'on a mis de côté en début de partie dans notre mise en place. On va avoir à en piger d'autres et finalement, on va avoir des ressources à placer. Encore une fois, dans la version de Luxifié, on a un petit deck de ressources, un petit paquet de ressources, dis-je, dans un étui comme ça. Fait qu'on a 5 types de ressources dans le jeu. On a de l'énergie, de l'or, du cristal, de la roche ou du métal. Puis on a des marqueurs de dégâts qu'on va avoir à placer à divers endroits. Qu'on garde tout ça pas loin de la zone de jeu. Et ensuite, on passe à la mise en place individuelle. Pour la mise en place individuelle, chaque joueur va recevoir un petit plateau comme ça ici, dans lequel toutes ces ressources individuelles sont. Et chaque joueur va avoir un plateau comme ça ici, sur lequel il va placer ses ressources, etc. Je précise qu'on va avoir à placer des modules tout le long de ça, fait que ça prend de l'espace à côté du plateau. Dépendamment comment on est installé, ils ont pensé à le faire minimalement recto-verso. Si je veux mettre mon espace du côté droit ou du côté gauche, je peux placer de ma tuile comme je le veux. Dans mon cas, je vais le placer du côté gauche. Si on a une version de luxifié, notre plateau personnel, littéralement, peut se rajouter par-dessus
pour venir remplacer certaines zones du plateau. Puis ça va, le reste va fonctionner sensiblement de la même façon. Donc, qu'est-ce que j'ai à placer? Premièrement, on va commencer la partie avec 3 vaisseaux de transport. Ça va être nos seuls vaisseaux de base qu'on va avoir. Tous les autres vaisseaux, on va les laisser dans notre rack personnel. On ne les aura pas en début de partie. Ensuite, on va avoir à se choisir une faction. Il y a un paquet de factions qui viennent à l'intérieur du jeu. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a genre une vingtaine, 15 ou 16. On peut choisir ou piger au hasard, en piger 2, en distribuer une. On fait ça comme on veut. Disons que je choisis cette faction-là. Sur la faction, ça va m'indiquer quelles sont mes ressources de départ. Qu'on voit, moi, par exemple, j'ai 2 d'énergie. Fait que là, on peut aller chercher ça tout dans nos ressources. Fait que j'ai 2 d'énergie. J'ai une petite roche. L'énergie, on va le placer juste ici. J'ai une petite roche que je vais aller placer comme ça ici. J'ai un métal, un cristal et une pièce d'or. Fait qu'on va tout aller placer ça dans les différentes zones. On peut avoir un maximum de 5 ressources de chaque type. Pour les 4 ressources qui sont ici, on peut avoir un maximum de 10 ressources d'énergie. Une fois que j'ai mes ressources de base, je n'aurai plus besoin de ce côté-là. Je vais pouvoir le tourner de ce côté-ci et littéralement le placer sur mon plateau de jeu pour garder, pour me rappeler de mes pouvoirs personnels, etc. J'ai quand même de la mise en place à faire avec les autres jetons, qu'on va aller voir. Tous ces jetons-là vont aller se placer sur le plateau principal. Et ils vont devenir mes marqueurs qui vont m'aider à savoir où je suis sur chacune des pistes. On commence à la base sur chacune des pistes, donc vis-à-vis le 5 ou le 3 pour la piste centrale. Et on va progresser de 1 sur 2 pistes selon notre faction. Dans mon cas, moi, je vais progresser de 1 sur la piste jaune et la piste bleue. Donc, je vais commencer comme ça, comme ça, comme ça ici. Je vais déjà être en avance sur mon adversaire sur la piste jaune et on va être à la même place tous les deux sur la piste bleue. Mon adversaire a progressé sur 2 pistes aussi, mais lui, ça a été la piste brune et la piste bleue. Mon autre marqueur sera mon marqueur de point de victoire. Le premier joueur va commencer à 1 point de victoire. Le deuxième joueur à 2, le troisième à 3, l'autre à 4. S'il y a lieu pour déterminer le premier joueur, c'est bien simple. Les 2 joueurs ont 6 dés chacun. Ils vont avoir à lancer leurs 6 dés et celui qui va avoir le résultat le plus haut l'emporte. Si les 2 joueurs ont une égalité, on regarde le deuxième dé. S'il y a une égalité encore, on regarde le troisième, ainsi de suite, jusqu'à temps que l'égalité soit brisée. C'est comme ça qu'on va déterminer le premier joueur. Les autres jetons qu'on va avoir placés, ce sont ces petits jetons-ci qui sont les jetons de leader. On va avoir à tous les placer, sauf un. Ces jetons-là vont aller sur chacune des 6 tuiles bases. Fait que tous les joueurs vont aller en placer un sur chacune de ces tuiles-là. Fait que les 6 tuiles qui viennent toujours dans la mise en place initiale. On va aller en placer 2 sur 2 emplacements au hasard. Fait qu'on va lancer 2 dés comme on a fait pour nos Raiders. J'ai roulé 1 et 4. Fait qu'on va aller placer mes autres jetons leaders sur les nébuleuses qui correspondent aux chiffres que j'ai roulés. Finalement, tous les joueurs vont se faire donner des tuiles d'amélioration de vaisseaux. Chaque type de vaisseau, il y a 4 types de vaisseaux dans le jeu, les transports, les fighters, les vaisseaux scientifiques, les vaisseaux lourds, ont 5 tuiles d'amélioration possibles. 4 dans le jeu de base, il y a une extension qui permet de jouer à 5 joueurs, donc on en a 4, 5 si on a l'extension. On va tout simplement les prendre au hasard et en donner une à chaque joueur pour chaque type de vaisseau. Fait que dans mon cas, je me ramasserai avec une tuile de chaque type pour un total de 4 tuiles différentes. Et on va donner la même chose à mon adversaire. Les autres tuiles ne seront pas utilisées dans la partie. On va pouvoir les remettre dans la boîte. À cette série de tuiles d'amélioration-là, donc ça, je vais garder ça proche de ma zone de jeu, on va aller chercher une tuile qui est spécifique à ma civilisation. Moi, j'étais la civilisation des Pulsar Refugees, que je vais pouvoir placer ici maintenant que ma mise en place est pas mal finie. Fait que j'ai une tuile de vaisseau qui correspond à ça, qui correspond à l'un des 4 vaisseaux également. Je vais rajouter cette tuile-là à mes tuiles d'amélioration possibles pour un grand total de 5 tuiles. Je termine ma mise en place en pigeant le nombre de cartes que je suis censé piger avec mes ressources de départ. Pour cette faction-là, c'est 3 cartes. Je peux les regarder, on va y revenir quand on va expliquer le jeu, mais je vais garder cette main de cartes-là cachée. Et j'ai pas mal fini la mise en place. On va être prêt à commencer la partie. Donc, avant de rentrer dans les règles, un petit survol du jeu, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans Andromeda's Edge? On essaie de marquer des points de victoire. Pour marquer des points de victoire, on va tenter de faire développer notre civilisation qu'on a reçue en début de partie. Le jeu est principalement un jeu d'optimisation, d'engine building et de littéralement le placement d'ouvriers. On va aller placer des vaisseaux sur les différentes tuiles pour aller chercher des ressources ou entreprendre certaines actions qui vont nous permettre de développer notre civilisation. On va aller acheter des modules, on va tenter de progresser sur les différentes pistes, on va tenter d'être de plus en plus efficace et on va marquer des points, comme je le dis souvent, continuellement tout au long de la partie.
quand on va arriver à un moment où un joueur va dépasser le jeton de points de victoire qu'on a placé dans notre mise en place initiale. Donc, dès qu'un joueur se rend à 60 points de victoire, peu importe la raison, peu importe le moment, le joueur actif finit son tour de jeu en cours. Tous les joueurs prennent une dernière action, incluant le joueur actif. C'est donc possible qu'il joue un tour de plus que les autres. Et quand ça c'est fait, bien là, on termine la partie puis on fait un décompte final de points de victoire. Donc maintenant, allons-y avec le tour de jeu. Les joueurs vont avoir un petit aide-mémoire comme ça qui aide à se rappeler de la séquence de tour de jeu. Dans ce jeu, la séquence est, étrangement, malgré l'ambition du jeu et son côté impressionnant, très simple. La séquence, on a donc toujours deux possibilités d'action à son tour de jeu. Soit on fait un launch, ce qui veut dire qu'on va prendre l'un de ses vassaux pour le placer sur le plateau pour entreprendre une action. Soit on fait un return to station. Return to station, c'est qu'on prend tous ses vaisseaux sur le plateau et on les ramène à sa station de base, déclenchant divers pouvoirs qu'on va avoir à notre station. Fait que la structure, c'est juste ça. Soit on prend un vaisseau puis on l'amène quelque part pour faire quelque chose, ou tous nos vaisseaux sont déjà placés, qu'ils soient sur la planète, ou c'est fort possible qu'on ait un vaisseau qui soit sur le scrapyard. Fait que soit on place un vaisseau quelque part, soit on récupère tous ces vaisseaux pour les ramener à la base. Et on va rouler comme ça. Je place un vaisseau, mon adversaire place un vaisseau, j'en place un deuxième, mon adversaire place un deuxième, je ramène tous mes vaisseaux, mon adversaire en place un, j'en place un, mon adversaire ramène tous ses vaisseaux, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. On va aller décortiquer ça. Premièrement, on va expliquer les règles quand on envoie un vaisseau dans la galaxie, comment ça fonctionne. Premièrement, allons-y avec les règles du launch, donc envoyer des vaisseaux dans la galaxie sur diverses planètes, diverses bases. Là, j'ai deux cas de figure. J'ai des règles à suivre si j'envoie un vaisseau pour la première fois, donc si je déploie un vaisseau alors que j'en ai aucun sur le plateau. Et j'ai des règles un peu différentes à suivre si je déploie des vaisseaux alors que j'en ai au moins un qui est sur le plateau. Commençons par le premier cas de figure. Si je déplace un vaisseau alors que j'en ai pas sur le plateau, je peux le mettre n'importe où, à deux exceptions. Première exception, je ne peux pas aller sur ces cases-là, les cases donc de nébuleuse, sauf si mon vaisseau a accès à cette icône-là. C'est une icône qu'on va retrouver juste en dessous de nos vaisseaux. Dans ce cas-ci, on voit qu'il est en dessous du vaisseau scientifique, donc pas mes vaisseaux de transport, ce qui veut dire que mon vaisseau de transport ne peut pas aller ici. C'est mon premier cas, ma première exception. Ma deuxième exception, c'est s'il y a des vaisseaux, que ce soit des raiders ou des vaisseaux Raider, mettons qui est là, ou des vaisseaux de mes joueurs adverses, comme le vaisseau vert qu'on voit dans le bas. Si je veux déployer mon vaisseau, je ne peux pas le déployer directement sur une case où il y a des adversaires. Je dois le déployer n'importe où ailleurs. Fait que dans mon cas, par exemple, je pourrais dire que je m'en vais là pour faire l'action qui correspond à cette tuile-là comme premier déplacement. Quand mon déplacement est fait, je vais vérifier si je déclenche un Raider Strike. Raider Strike, c'est qu'on va regarder si je suis à portée d'un ou plusieurs Raiders. Dans ce cas-ci, on voit que ces Raiders-là ont une portée de 1. C'est ça la petite flèche qu'on voit juste ici. Ce Raider-là a donc une portée de 1. Je ne suis pas à portée de 1. Je ne déclenche pas un Raider Strike. Si j'avais décidé de me déployer ici, je suis à portée de 1. Ça va déclencher un Raider Strike, ce qui veut dire que lui va venir me rejoindre sur ma case. Une fois que j'ai fait mon déplacement, je vais prendre l'action de la tuile. Ça, on va y revenir. Et s'il y a un raider qui s'est déplacé sur ma case, ça va déclencher un combat. Ça aussi, on va y revenir. Fait que donc, ça résume mon premier cas de figure. Si j'ai pas de vaisseau, je peux aller n'importe où. Ça me prend une icône spéciale pour aller là. Mais je ne peux pas aller directement sur des cases où il y a déjà une unité adverse pour déclencher un potentiel combat. Je ne l'ai pas précisé, mais ça vaut aussi pour ses propres vaisseaux. Évidemment, on ne pourra pas aller sur la même case. Deuxième cas de figure, je veux déployer un vaisseau, mais cette fois-ci, j'en ai déjà sur le plateau de jeu. Là, à ce moment-là, on va aller voir la portée de nos propres vaisseaux. Nos propres vaisseaux, comme les Raiders, ont une portée qui est indiquée en haut à gauche de chacun de mes types de vaisseaux. Un pour les transports, deux pour les fighters, les vaisseaux scientifiques, un pour le gros vaisseau militaire. Ce qui veut dire que si je veux déployer un vaisseau alors qu'il y en a déjà un sur le plateau, ben, je vais devoir le déployer à portée d'un de mes vaisseaux qui est déjà installé, donc mon deuxième vaisseau, je pourrais le déployer là. Mon adversaire pourrait à son tour peut-être décider de le déployer juste ici, et là, ben moi à mon tour, je pourrais me déployer sur l'une de ces trois cases-là, parce que c'est à portée d'un de ces vaisseaux-là. On se rappelle que
la règle des Raider Strike va s'appliquer de la même façon. Fait que si je me déploie là, lui va venir me rejoindre, ça va déclencher un combat après que j'ai terminé mon action. La grosse différence qu'il y a avec les actions, les déploiements, si j'ai déjà des vaisseaux, c'est que là, je peux décider volontairement de déclencher des combats. Comme j'ai des vaisseaux qui sont sur le plateau, je pourrais, disons qu'on était comme ça, je pourrais décider de me rendre de me déplacer à cet endroit-là, ce qui, soit dit en passant, déclencherait un Raider Strike de la même façon, fait qu'on ferait un beau combat à 3 vaisseaux plus tard dans le tour de jeu. Fait que donc, mon deuxième cas de figure, si je déploie alors que j'ai déjà des vaisseaux sur le plateau de jeu, je dois les déployer à portée de ces 10 vaisseaux et je peux cette fois-ci déployer directement sur des cases où il y a des adversaires. Faisons donc rapidement le tour des actions qu'on peut faire. Quand on pose son vaisseau sur une planète, que ce soit via un premier déplacement ou via un déplacement subséquent, on va toujours commencer par prendre l'action qui correspond à la planète sur laquelle on se pose. Fait qu'on va avoir des planètes de base, qui sont des espèces de bases d'alliance, qui vont nous donner des pouvoirs particuliers, puis on va avoir les planètes sur lesquelles il y a des lunes. Je vais commencer par expliquer les lunes, ça va être les plus simples. Si je me déploie sur une planète où il y a une lune, ben je vais tout simplement ramasser la première lune qu'il y a sur la pile de lunes et je vais tourner le jeton suivant pour qu'il soit accessible aux autres joueurs. Ce jeton-là, je vais aller le placer sur mon plateau personnel. On a une zone sur son plateau personnel où on peut récupérer des jetons lunes. On peut en avoir jusqu'à 4 en même temps. On va revenir dans quelques instants sur qu'est-ce que je peux faire avec les lunes. Si plus tard, je m'en vais sur une autre planète ou je me déploie sur une autre planète, toutes les planètes vont avoir des ressources différentes. Si je réussis à rentrer sur une nébuleuse, de la même façon, je vais aller chercher le jeton de lune qui est sur la nébuleuse. On va avoir le Trade Hub. Si je réussis à prendre, si je prends une action là, je ne peux pas essayer de la prendre. Si je vois, c'est automatique. Je vais pouvoir transformer 2 ressources de mon choix parmi les 3 ressources de base en pièces d'or. Quand je parle de ressources, c'est-à-dire que je pourrais transformer métal, roche ou cristal en pièces d'or en transformant 2 pour 2, puis ça peut être 2 ressources différentes, en autant que ça se transforme en pièces d'or. Je ne peux pas utiliser l'énergie pour faire cette action-là. Troisième action que je vais expliquer, elle est aussi fort simple, c'est la monolithe des anciens. Ça me permet tout simplement de sacrifier 2 ressources, n'importe lesquelles, ça peut même être de l'or, juste pas de l'énergie, pour piger 3 cartes tactiques que j'avais ajoutées à ma main, en respectant la limite de cartes en main, qui est de 5. Les cartes tactiques, ce sont les cartes comme ça ici, on en avait un certain nombre en main déjà dans la mise en place initiale. Prochaine action que je vais expliquer, c'est le Shipyard. Le Shipyard, si on va prendre une action là, donc disons que c'est mon premier déploiement, puis je décide que je me pose juste ici, je vais avoir 2 options. Je vais commencer par expliquer l'option de réparation, qui est la deuxième option qui est juste ici. Quand je fais une action de réparation, j'ai 4 options. Première option, je peux faire un point de victoire avec, tout simplement, mon action est terminée. Deuxième option, je peux réparer un vaisseau. Si j'ai un vaisseau qui est dans la partie supérieure du Shipyard, qui est juste ici, dans le Scrapyard, dis-je, ce vaisseau-là est brisé. Si je prends une action de réparation, je peux le faire traverser de l'autre côté de la ligne, ce qui me sera fort utile plus tard dans mon tour de jeu, on y reviendra, mais on considère que ce vaisseau-là n'est plus brisé. Ma troisième et ma quatrième option sont très similaires, ce sont des options de réparation. Je peux avoir des vaisseaux qui ont accès à des boucliers qui sont représentés par cette icône-là. Si le bouclier a été utilisé, on va avoir placé un jeton de dégâts sur ce vaisseau-là avec une action de réparation. Je peux l'enlever de la même façon. Parfois, on va acheter des modules qui vont être endommagés, qu'on reconnaît à cette icône-là. Pour pouvoir commencer à utiliser ce module scientifique-là, j'aurai à prendre une action de réparation pour réparer le dit module. La deuxième action de l'action de Shipyard, c'est l'action de acheter un vaisseau. Fait qu'on voit, c'est les mêmes icônes qu'on retrouve juste ici sur notre plateau personnel. Fait que j'ai déjà expliqué l'action de réparation. À la place de faire cette action-là, quand je veux aller sur le Shipyard, donc quand je vais aller sur la tuile qui est tout au loin là-bas, l'autre option que j'ai, c'est d'acheter un vaisseau à la place de faire une action de réparation. Si je veux acheter un vaisseau, je vais avoir à payer les ressources qui sont indiquées au-dessus du vaisseau que je vais acheter. Disons que je vais acheter un fighter. Je vais donc avoir à payer un métal et un d'énergie. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre le fighter et le placer sur mon plateau de jeu dans le hangar. Il va être disponible le reste de la partie. À partir de ce point-là, les fighters, les vaisseaux scientifiques, les heavy cruisers, je peux en avoir juste un. Le vaisseau de transport, je peux en avoir jusqu'à 6. Les autres planètes qu'on va expliquer, ce sont l'Odessa Field et le Maximus Field. Ce sont les endroits où je vais pouvoir acheter des modules. On voit qu'ici, je peux acheter jusqu'à 2 modules jaune ou bleu, alors qu'ici, je peux acheter jusqu'à 2 modules brun ou vert.
Dans les deux cas, il y a également une icône d'exclamation, ce qui veut dire que dès que je déploie un vaisseau sur l'une de ces planètes-là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur le petit plateau comme ça d'événements et je vais aller avancer le marqueur de 1. On reviendra plus tard sur le paquet d'événements, comment il fonctionne. Après ça, selon l'endroit où j'ai été, disons que dans mon cas, j'ai été à cet endroit-là, ça va être plus simple parce que les modules sont physiquement plus proches de moi. Fait que si j'étais à cet endroit-là, on voit que ça me permet d'acheter jusqu'à 2 modules brun ou vert. Les modules, les coûts sont imprimés directement sur le plateau. On voit par exemple que ce module-là me coûte un métal et une ressource de mon choix. Et on peut en acheter donc jusqu'à 2. Peu importe lesquels on achète, ça peut être 2 bruns, un brun vert, 2 verts. Si on achète des modules, on va monter la piste de couleur qui correspond à ce module-là. Donc, par exemple, si j'achète ce module-là qui va m'avoir coûté un métal et une ressource de mon choix, je vais avancer sur la piste qui correspond à la couleur de ce module-là. Le deuxième module que je vais acheter, je vais avoir à le choisir avant de rafraîchir la piste des modules. Fait que peut-être que je vais acheter ce module-là également qui me coûte une roche, une ressource de mon choix, ce qui me fait avancer sur la piste verte. Les modules, une fois achetés, on va aller les placer tout simplement au bout de sa piste de modules personnels. Fait que si j'ai mon module vert, je vais aller le mettre au bout. J'ai mon module brun, je vais aller le mettre au bout. Précise aussi que quand on achète des nouveaux modules, il n'y a absolument rien qui nous empêche de déplacer les modules précédents, de réorganiser nos modules, tant que les modules sont toujours évidemment dans la bonne colonne, dans la bonne ligne de couleur. Je précise aussi que pour les modules bruns, on va souvent, en fait, à chaque fois qu'on va placer un module brun, on va compléter un cercle. On voit ici qu'il y a un demi-cercle imprimé à gauche, un autre à droite. En le plaçant, ça complète un cercle. Parfois, sur les modules, il y a déjà des cercles de dessinés. Ces cercles-là seront des endroits où on peut aller placer les jetons de lune qu'on va avoir ramassés, ce qui veut dire que si je le place entre deux modules, quand je vais réussir à utiliser ces deux modules-là, je vais gagner le bonus qui est au centre. Si je le place directement sur une carte, premièrement, je vais aller gagner immédiatement le nombre de points de victoire que j'ai couvert et ensuite, à chaque fois que je vais utiliser ce module-là, je vais gagner un bonus supplémentaire. Certains modules vont fonctionner différemment. Il va y avoir un coût dans lequel je vais pouvoir placer un jeton de lune. Ça va me donner un coût à payer pour pouvoir gagner un bénéfice associé au dit module. Je précise que si je place un jeton de lune entre deux cartes et je décide plus tard en achetant un nouveau module de réorganiser le jeton que je vais avoir placé, je vais le perdre, je vais le défausser. Je précise aussi que les jetons de lune peuvent être des ressources directement. Si j'ai besoin d'une roche ou d'un cristal pour acheter un module, je pourrais dépenser ce jeton-là pour aller chercher le roche, le cristal correspondant, le défausser, ajouter la ressource à mes réserves et ensuite, dans le même tour, dans un tour subséquent, de pouvoir payer un nouveau module avec ces ressources. Autre point important sur les modules, par exemple, si au lieu d'avoir choisi l'un de ces deux modules-là, j'avais choisi l'un de ces deux modules-là, on voit que ces modules-là ont des jetons, des marqueurs de points de dégâts. Si j'achète un module qui est comme ça, je vais avoir à le placer dans ma zone de jeu avec un jeton de dégâts directement dessus et je ne pourrai pas utiliser ce module-là tant que je n'aurai pas pris une action de réparation qui permet d'enlever le dit jeton de dégâts. Dans tous les cas, une fois que j'ai placé mes modules, une fois que j'ai fini mon tour de jeu, on va faire glisser tous les modules d'une case vers le bas et on va ensuite remplacer avec un nouveau module qui vient de la pige juste en haut. Avant d'expliquer la dernière action dans les actions de base, qui est l'action de construire une base, justement, construire un bâtiment, je vais avoir à parler des leaders. Les leaders, ce sont les petits jetons comme ça qu'on a placés dans notre mise en place de début de partie. Comme action gratuite, à chaque fois qu'on se déplace sur un endroit où il y a des leaders, j'ai été faire une action monolithe des anciens, j'ai transformé 2 ressources en 3 cartes, je peux gratuitement récupérer le leader qui est sur cet endroit-là et le placer dans ma réserve personnelle. Fait qu'au fur et à mesure qu'on va avoir pris des actions, j'ai été construire un module là, quelques tours plus tard, j'ai déplacé un vaisseau ici, fait que j'ai été chercher ce leader-là également. Au fur et à mesure qu'on avance, on va avoir de plus en plus de leaders. Ce qui m'amène à cette action-là. Si j'avais prendre l'action de bâtiment, ça me permet de construire un bâtiment. Pour pouvoir construire un bâtiment, il y a une règle très importante qui est à respecter. Je dois avoir un transport qui est disponible sur une planète où je souhaite construire mon bâtiment. Disons que j'ai un transport qui est ici. Les bâtiments ne peuvent être construits que sur des planètes où il y a des lunes, où il y a déjà eu des lunes. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, je ne pourrais pas construire une planète ici, mais je pourrais construire une planète ici. Le coût de construction de la planète, il est indiqué juste ici. Fait qu'ici, ça va me prendre 4 cristals construire sur cette planète-là. Ça serait la même chose sur la tuile qui est juste ici. Si je voulais construire sur cette planète-là, ça me prendrait 2 roches
par exemple. Je dois également payer un coût en leader qui est également indiqué sur la tuile. Cette tuile-là, par exemple, m'indique de prendre 3 leaders que je vais avoir à dépenser pour pouvoir construire un bâtiment là. Quand c'est fait, on va aller choisir le bâtiment. Fait qu'on va aller tout simplement prendre le bâtiment de la couleur qui correspond à la planète sur laquelle on veut construire. Fait que moi, je vais construire une ville parce que je suis sur une planète bleue. Je vais donc aller chercher la carte bleue qui n'est pas un module. Je vais tout simplement la placer dans ma zone personnelle, un endroit où j'ai accès. Et je vais prendre le bâtiment correspondant. Encore une fois, j'ai une version de luxe, j'ai donc une version des bâtiments qui est de luxifie, mais sinon, c'est des tuiles. Dans tous les cas, on va aller placer les jetons leaders, si on a la version de luxe, directement dans le bâtiment. Ça indique le bâtiment est acquis et le bâtiment va s'installer sur la miniature de transport que j'ai. Fait que maintenant, il y a une ville sur cette planète-là. Au moment où je construis un bâtiment, je vais compter le nombre de leaders qui touchent à ce bâtiment-là. Fait que sur la case et sur toutes les cases adjacentes. Fait que dans ce cas-ci, j'ai 3 leaders. On compte les leaders qui sont sur les bâtiments. Fait que j'ai 3, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que ici, en construisant ce bâtiment-là, je marquerai immédiatement 9 points de victoire que je vais aller placer sur la piste autour. Également, les bâtiments me donnent un pouvoir que je vais pouvoir utiliser une fois. Une fois qu'on va avoir fini le jeu, ils vont tous être très simples. Par exemple, il permet d'aller construire des modules gratuitement. Quand on utilise le pouvoir, on va tourner le bâtiment de côté pour montrer que le pouvoir a été utilisé. Et ça nous montre en même temps que les bâtiments vont rapporter des points de victoire en fin de partie en se basant sur la piste qui correspond à la couleur du bâtiment. Dans ce cas-ci, j'ai construit un bâtiment bleu. Donc, sur la piste bleue, si j'atteins le niveau 1, 2 ou 3 en fin de partie, qui est tout au haut de la piste, ça va permettre à mon bâtiment de marquer respectivement 5, 7 ou 10 points en fin de partie. Et la dernière chose qui me reste à dire pour les actions, c'est qu'est-ce que je fais si je vais sur une planète où il n'y a plus de lune? Bien, comme on le voit, il y a toujours une ressource qui reste imprimée. Fait que si plus tard je prends une action pour aller sur cette planète-là, au lieu de ramasser un jeton de lune, je vais ramasser tout simplement la ressource. Toutes les autres règles s'appliquent de la même façon. Ça va provoquer un Raider Strike, vu que je suis à portée d'un des Raiders quand je fais mon action. Je précise que les bâtiments ne bloquent pas du tout le déplacement. Fait qu'à partir du moment que j'ai un bâtiment qui est là, n'importe quel joueur peut quand même se déplacer, moi ou un autre. Ça, c'est plus considéré comme étant un ouvrier, un vaisseau. Si c'est un bâtiment, les autres joueurs peuvent quand même visiter la dite planète. Et je ne tomberai pas dans le détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on a toutes les cartes qui ne sont pas bleues ou rouges, sont des cartes qui vont pouvoir nous donner des actions. Parfois, on va nous dire que je peux jouer pendant le tour d'un autre joueur. Parfois, ça va être quand j'avance sur une track spéciale, pendant mon tour si j'ai pas fait de combat, par exemple, comme on le voit ici. Fait qu'il peut y avoir un paquet de cartes qui vont pouvoir se jouer. Les cartes, la seule affaire que je vais expliquer au niveau des cartes blanches, c'est l'effet Sustain. Si je joue une carte qui est Sustain, je vais la placer devant moi puis elle va rester en jeu jusqu'à temps que je fasse une action qui rappelle tous mes vaisseaux à ma base. À ce moment-là, la carte va être défaussée. Tant que ça ne sera pas fait, le pouvoir de la carte va rester actif. Et on arrive au combat. J'en ai parlé à plusieurs reprises que des combats peuvent se déclencher. Comment fonctionne le combat? J'ai pris mon fighter, je m'en vais juste ici, je récupère donc un cristal, comme je viens de le dire dans mon exemple. Comme je suis à portée d'un raider, il y a un raider qui va se déplacer vers moi. Les raiders vont tous avoir des pouvoirs particuliers. Fait qu'ici, on dit que les raiders, ici, je peux avoir plusieurs strikers qui sont sur la même case. Fait que si j'avais déjà un vaisseau là, puis je fais un Raider Strike, ben, lui pourrait venir rejoindre. Si j'avais pris l'action juste ici, par exemple, ben, lui il aurait pu rejoindre. Lui il était trop loin, il ne peut pas rejoindre, ainsi de suite. D'une façon ou d'une autre, même si je déclenche un Raider Strike, je vais toujours commencer par prendre l'action qui est associée à ma tuile. Une fois que j'ai terminé de prendre mon action, ben là, il va y avoir un combat qui se déclenche. Le combat va se déclencher exactement de la même façon si, au lieu de me déplacer où il y a un raider, je me déplace à un endroit où il y a un ennemi. J'attirerai pas nécessairement de raiders parce qu'ils ne sont pas à portée, mais je vais déclencher un combat exactement de la même façon, ce qui veut dire que je vais quand même prendre mon action avant de faire quoi que ce soit et que je me déplace ici, soit dit en passant. Je pourrais prendre le leader qui est là. Mais donc, gardons mon premier exemple. J'ai déclenché un combat avec un raider. Fait que la façon que le combat va fonctionner. Premièrement, on va faire une phase de renfort. Phase de renfort au début du combat, en commençant par le joueur actif, puis ensuite en continuant avec tous les joueurs dans l'ordre de tour de table. On va regarder si je veux amener des vaisseaux à l'intérieur du même combat.
Les vaisseaux doivent être apportés. On se rappelle que mes transports ont une portée de 1, fait que je pourrais décider, tiens, j'amène ce vaisseau-là, et pourquoi pas j'amène lui pour m'aider davantage. Si j'avais un vaisseau qui avait une portée de 2, ben, je pourrais tout à fait dire, ben, lui aussi, il vient nous rejoindre au combat, ce qui va améliorer nos chances de combat. Mais disons que je le laisse comme ça. Ensuite, les autres joueurs, même s'ils ne sont pas dans le combat initial, peuvent décider d'envoyer dans le combat les vaisseaux qui sont également apportés. L'autre joueur pourrait dire, ben tiens, moi j'envoie mon transport qui va participer au même combat. Quand c'est fait, mais là on va pouvoir faire le jet de combat. Avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier s'il y a des joueurs qui ont des cartes de diplomatie. En commençant par le joueur actif, chaque joueur peut jouer une carte de diplomatie, qui sont des cartes bleues. On va tout simplement faire ce qui est écrit dessus. Ça se peut que j'avance une piste, que je pige des cartes. Ça se peut que le combat se termine sans que personne se tire dessus, etc. Ensuite, les joueurs vont prendre leur dés. Pour savoir combien de dés chaque joueur prend, on va aller regarder sur sa piste de vaisseau personnel. Et on va regarder, il y a combien de dés le vaisseau, et on les additionne. Moi, j'ai 2 transports. On voit que les transports ont 1 dé chaque. Et j'ai un vaisseau de guerre. Fait que lui, il donne 2 dés. Ça va donc me donner 4 dés pour le combat. Pour savoir les raiders donnent combien de dés, ça va être indiqué sur leur carte. Fait que lui, il a 2 dés. Puis mon adversaire, lui, a un transport. Fait qu'il y a juste 1 dé. Ce qui veut dire que mon adversaire lance 1 dé. Moi, j'en lance 4. Et le raider lance 2 dés. Une fois que les dés sont lancés, on va résoudre le combat très simplement. On va placer ces dés du plus haut au plus bas. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, on voit que le vert a un 6. J'ai également un 6. Il était comme ça. J'ai également un 6. Puis on va regarder qui a la valeur la plus haute. Il y a également un système qui s'appelle le targeting. Targeting, c'est qu'on va regarder le nombre de vaisseaux que j'ai dans le combat. Moi, j'ai 3. J'ai donc un targeting de 3. Ce qui veut dire que tous mes dés qui sont inférieurs à mon targeting, j'ai la chance de les relancer. Là, cette fois-ci, j'ai rien qui est plus bas que 3, je suis correct. Les vaisseaux Raider vont avoir des règles spéciales qui vont suivre, fait que ça se peut que leur targeting change, etc. Dans ce cas-ci, lui, il n'y a pas vraiment de règles particulières. Et on regarde. Fait que ici, le plus haut, il y a une égalité. Fait qu'on va aller vers le deuxième dé. Lui, il est déjà éliminé, c'est sûr, c'est pas lui qui gagne. Le deuxième dé, j'ai 3, il n'y a pas de deuxième dé, donc il gagne. Mais si j'avais roulé ça, même si j'ai 4 dés, c'est quand même le vert qui aurait gagné. Parce que c'est lui qui a le dé le plus haut. Disons que c'est ça qui arrive. Le vert a gagné. Qu'est-ce qui se passe pour le gagnant? Ben, il va monter sur la piste de suprématie. Fait qu'il va monter juste ici d'une case. Mes vaisseaux à moi vont être éliminés. Fait que je vais tous les envoyer au scrap yard. Fait qu'on va les envoyer ici, tous mes vaisseaux qui ont perdu le combat. Si on a réussi à battre des raiders, on va les renvoyer à la réserve, puis on va gagner la récompense qui est écrite sur la carte raider. Le raider vaincu, lui, il retourne à la réserve. Le ou les joueurs vaincus vont également pouvoir déclencher les opérations tactiques de leur zone de jeu personnelle. Fait qu'ici, par exemple, ça serait de piger une carte. Si jamais j'avais voulu dans le passé, j'aurais pu mettre une lune ici, où je peux le faire au moment où je perds le combat, pour gagner les ressources qui sont sur la lune, plutôt que de piger une carte en cas de défaite. Je précise aussi que certains vaisseaux ont des boucliers qu'on reconnaît à l'icône qui est juste ici. Si un tel vaisseau perdait un combat, si c'était ce vaisseau-là qui était dans le combat contre lui, c'est le vert qui gagne, au lieu de l'envoyer au scrapyard, je vais lui mettre un petit shield comme ça sur lui. Ça va indiquer que son shield il a été utilisé et qu'il est brisé pour l'instant. S'il mange un autre point de dégâts alors que ça c'est brisé, là il va s'en aller au scrapyard. Mais pour l'instant, ça lui permettrait de rester sur le plateau de jeu. Maintenant que les actions de base ont été expliquées, ça me permet d'aller chercher l'action un petit peu plus complexe qui est ici, qui est l'action d'événement. Fait que cette action d'événement-là, on se rappelle que si j'ai un vaisseau scientifique ou d'autres habiletés particulières, je peux accéder aux nébuleuses, ce qui me permet d'aller chercher ces jetons de lune-là et de faire l'action d'événement. L'action d'événement va me permettre de piger les 2 premières cartes événements, de placer celle que je veux sur le dessus du paquet et l'autre de la remettre en dessous du paquet. Et avant d'aller parler des cartes événements plus en détail, il faut que je parle des 5 pistes qui sont dans le haut du plateau. On sait maintenant comment chacune des pistes peut monter en constatant des modules verts, des modules bruns, des modules jaunes ou des modules bleus, et cette piste-là va monter en gagnant des combats. Toutes les pistes peuvent se monter par d'autres moyens aussi, des cartes tactiques qu'on va piger, des pouvoirs spéciaux, des modules qu'on va construire qui vont donner accès à progresser sur ces dites pistes. Mais chacune des pistes a aussi des particularités. Premièrement, on l'a déjà vu, les 4 pistes, les 5 pistes en fait, vont déterminer
le nombre de points de victoire que le bâtiment associé à la couleur de cette piste-là va donner en points en fin de partie. J'ai par exemple les observatoires, qui sont les bâtiments qui sont associés à la piste verte. Si j'en ai construit un, ben, il va me donner 5, 7 ou 10 points de victoire selon la piste de verte, elle est où. Et chacune des pistes donne également un bonus supplémentaire. Dans le cas de la piste verte, les bonus supplémentaires, c'est que le premier joueur à atteindre chacune des 3 piles de jetons verts, donc ici, ici et la dernière case, va pouvoir regarder tous les jetons de la pile, en choisir un, le mettre dans sa zone personnelle et l'utiliser plus tard pour faire ce qui est dessus. Fait qu'ici, par exemple, bien, ça me permettrait de progresser sur la piste brune, c'est l'icône qui est en bas de la piste. Ici, c'est un 4 points de victoire. Ici, ça me permet d'aller chercher un upgrade de vaisseau, ainsi de suite, et chaque jeton a une particularité. La deuxième piste me permet d'aller chercher des upgrades de vaisseau. Les upgrades de vaisseau, c'est les tuiles qu'on a mis de côté en début de partie. Comme ça, ici, on se rappelle que chaque joueur a 5 upgrades de vaisseau. Il y en a 4 qui sont génériques, il y en a un qui est spécifique à sa faction. À chaque fois que j'atteins l'un de ces symboles-là, je peux choisir l'une des tuiles. Disons que je veux améliorer mes vaisseaux de transport. Je vais prendre la tuile et je vais placer cette tuile-là sur ma zone où j'ai mes vaisseaux. Fait que je le placerai juste ici. À partir du maintenant, mon vaisseau est amélioré. On voit que tous mes vaisseaux de transport auraient 2D plutôt que 1 au combat. Et chacune des tuiles a des pouvoirs particuliers. Je peux avoir des vaisseaux scientifiques avec des boucliers. Je peux avoir des vaisseaux guerriers qui ont maintenant l'habileté Voyage, fait qu'ils peuvent aller dans les nébuleuses, etc. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois que j'upgrade un vaisseau, je construis gratuitement le vaisseau correspondant. C'est donc une façon d'avoir ces 3 vaisseaux-là gratuitement si j'upgrade, ou je peux avoir plus de transports. On se rappelle que les transports, je peux en avoir jusqu'à 6. La tuile, la piste du centre me permet tout simplement d'aller chercher ce jeton-là. C'est un peu comme les jetons qui sont ici, mais sont un petit peu plus forts. S'il y en a juste un par zone, s'il est déjà pris à la place, je fais 2 points de victoire. La piste qui est ici, la jaune, va me permettre de marquer des points de victoire avec mes ressources en fin de partie. Toutes mes ressources non dépensées en fin de partie vont valoir 1 ou 2 points de victoire selon l'endroit où j'ai atteint sur la piste jaune. Finalement, la piste bleue me permet d'augmenter ma limite de cartes en main. J'ai déjà dit que ma limite de cartes tactiques, ces cartes-ci, est de 5. Si je suis ici, elle est de 6. Si je suis ici, elle est de 7 cartes en main, ce qui me donne beaucoup plus de latitude. Comme vous êtes des gens ayant un grand sens de la perception, vous aurez également remarqué qu'il y a des points d'exclamation un petit peu partout sur les 5 pistes. À chaque fois qu'un joueur frappe l'un des points d'exclamation, on retourne sur ma petite tuile d'événement et on avance le jeton correspondant. Et ça peut se faire plusieurs fois. Si ce joueur-là atteint ici, on va encore avancer le marqueur événement. Et là, je peux parler des événements. Que se passe-t-il quand un joueur, soit parce qu'il construit des modules, on se rappelle que les modules font avancer le marqueur événement, soit parce que sur l'une des pistes, il a frappé un des triangles, ce qui fait progresser le marqueur événement. Que se passe-t-il quand le marqueur d'événement arrive au bout? Bien, premièrement, le joueur qui l'a fait arriver au bout va prendre le marqueur événement puis il va le placer sur son plateau. Il va commencer par terminer tout ce qu'il est en train de faire, que ce soit de faire un rappel de vaisseau, l'une des actions, construire des modules, construire un bâtiment, faire un combat, whatever. Il finit ce qu'il est en train de faire puis ensuite, il fait un événement. Quand on fait un événement, on va piger la première carte de l'événement et on va la résoudre. Quand on résout une carte événement, on fait 3 choses. Premièrement, on va marquer des points de victoire. Ça va nous indiquer une piste, dans ce cas-ci la piste bleue. On va regarder je suis où. Je suis vis-à-vis le 8, mon adversaire à 6. Les 2 joueurs vont donc marquer ce nombre de points. À ce nombre de points-là, on va enlever 1 pour chaque module qui est encore brisé dans la zone du joueur. Fait que si j'avais ce module-là et qui n'était pas complètement réparé, il reste des petits marqueurs rouges comme ça ici, bien, je marquerais 7 points au lieu de 8 parce que j'ai un module qui est brisé. Si j'en ai 2, ça serait 6. Si j'en ai 3, ça serait 5, ainsi de suite. Deuxièmement, on va faire apparaître des raiders. La lettre qui est là indique quel raider apparaît. Dans mon cas, c'est la lettre S. Les règles d'apparition des raiders sont toujours indiquées sur sa fiche. Fait que lui, il apparaît dans une nébuleuse aléatoire. Je vais donc lancer un dé et on a un nouveau raider qui apparaît juste ici. Si les autres raiders ont leurs propres règles aussi, par exemple, cet énorme cerveau ancien-là va apparaître sur l'Odessa Field. Fait que si ça avait été la lettre A qui est apparue, bien, ça serait ce raider-là qui serait apparu. Il serait apparu dans l'Odessa Field juste ici.
La troisième chose qu'on va faire sur les cartes événements, c'est tout simplement l'effet qui est ici. Fait que dans ce cas-ci, chaque joueur peut choisir un nouveau module de commerce ou de civilisation, qui sont les modules jaunes et bleus, l'ajouter sans coût, puis ensuite on va remplir la réserve d'un module. La carte événement qui a été jouée est défaussée, et après avoir résolu l'événement, le joueur actif va prendre le marqueur événement et va le remettre à l'endroit qui a été placé sur le plateau. Très important, théoriquement, c'est ça qu'on est supposé faire en premier quand on pige un événement. À chaque événement qu'on pige, on rajoute une tuile planète. C'est comme ça que la galaxie se développe. À chaque fois qu'on ajoute une tuile planète, on va aller prendre 3 jetons lune qui correspondent à la couleur de la planète et on va révéler le premier jeton de la pile. Et comme je l'ai dit au tout début du vidéo, j'ai une deuxième option. Au lieu de placer un vaisseau quelque part sur l'une des planètes, je peux rapatrier tous mes vaisseaux, déclenchant d'autres effets qui vont aider grandement ma partie. Donc maintenant que j'ai expliqué toutes les actions que je peux faire, puis à peu près tout ce qui est relié quand je place un vaisseau, que se passe-t-il quand je décide de les rapatrier? Donc disons que je suis dans ce cas de figure, j'ai 3 vaisseaux qui sont présentement déployés, j'ai perdu un combat, fait que mes 3 autres vaisseaux sont brisés, j'ai 6 vaisseaux, j'ai plus rien présentement dans mes hangars, je décide de faire l'action, je rapatrie tout le monde. Ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on prend ces vaisseaux un par un. Et on va aller les placer sur les différents modules qu'on a sur notre plateau personnel. Dans ce cas, disons que j'ai ceci. Fait que sur ces modules-là, ils vont fonctionner tous un peu différemment. Premièrement, on a les modules scientifiques. Les premiers modules sont les modules verts. Si on active le réacteur primaire, qui est le premier module, ça active par défaut tous les autres modules. Fait que qu'est-ce qu'on a comme icône? On voit par exemple que lui me donne 2 d'énergie, lui il me donne 1 d'énergie, mais les 3 petites flèches vers le haut indiquent qu'il donne également 1 d'énergie à tous les autres joueurs. Lui, il me donne 1 d'énergie et 1 point de victoire. Lui, il me donnerait 1 métal et 1 d'énergie, puis j'aurais même à rouler le dé. Si je roule 4, 5, 6, il serait doublé. Mais comme il est brisé, il ne me donne rien. Je ne peux pas m'en servir. Fait que là, je vais faire 1, 2, 3, 4 d'énergie que je rajoute à ma réserve personnelle. Je ne peux pas aller plus haut que 10. Je vais piger une carte que je rajoute à ma main. Je ne peux pas aller plus haut que 5. Et je fais un point de victoire que je rajoute autour de la piste. Ensuite, je pourrais prendre, tiens, ce vaisseau-là, puis je vais aller activer ce module-là qui est juste ici. Fait qu'on le voit, il me donne un métal. C'est justement l'effet du dé. Fait que je vais rouler un dé. Si je roule un 2, 3, je suis correct. J'ai roulé 5. Ça me donne un deuxième métal. Par contre, ça brise mon module. C'est comme ça qu'il marche le petit D6. Ensuite, avec mon prochain vaisseau qui est juste ici, ben tiens, je pourrais aller chercher ici pour aller chercher un or comme ça ici. Puis on va activer tous ces modules comme ça. On a toujours le droit d'activer des modules sur une ligne où il y a déjà un vaisseau en utilisant de l'énergie plutôt qu'un autre vaisseau. Fait que je pourrais dire, tiens, moi, je vais aller activer ce module-ci avec un d'énergie. On voit que j'ai le choix de faire une réparation, de construire un nouveau vaisseau. Je décide de faire une réparation. Quelle réparation je vais faire? Bien, je vais réparer l'un de mes vaisseaux qui était présentement au scrapyard. On se rappelle, je l'ai déjà dit avec l'action de réparation, je pourrais le ramener. À la place, j'aurais pu réparer l'un de mes modules. Je pourrais réparer ce module-là, par exemple, pour pouvoir l'utiliser comme il a déjà été activé dans la ligne. Qu'est-ce que ça me donne de réparer des vaisseaux scrapyard? Bien, ceux qui sont en haut, je ne peux pas les utiliser pour activer des modules. Mais ceux qui sont en bas, je peux. Fait que je pourrais aller ici pour ramasser un d'or, un étoile, et je pourrais faire un métal en donnant un métal à tout le monde. On voit ici que comme j'ai activé les 2 modules, je vais également activer le disque de lune qui est entre les 2 modules. Si j'en avais activé juste un des 2, j'active pas le disque, mais comme j'active les 2, ça marche. On voit que lui a un disque qui est vide. Je pourrais décider de prendre mon 2 points de victoire qui est là. Je le place ici, ça me donne donc 2 points de victoire parce que je recouvre les 2. Puis ensuite, ben avec un cube d'énergie, je pourrais dire que j'active ce module-là, puis ça me fait un 2 points de victoire supplémentaire. Je pourrais prendre le vaisseau qui est là, puis venir activer ça ici pour piger une carte. Ou s'il me restait un vaisseau de transport sur une planète quelconque, aller pouvoir construire un autre bâtiment. Fait qu'on va avoir un aspect engine building ici très important. Quand on a terminé d'activer tous les modules qu'on va activer, on va dépenser de façon définitive l'énergie. On va aller replacer tous ces vaisseaux sur les cases correspondantes. On va récupérer les vaisseaux qui sont encore au shipyard. Fait qu'eux autres, ils n'auront pas pu activer le module, mais on les récupère quand même. Et on est prêt à recommencer son prochain tour de jeu en lançant des vaisseaux dans la galaxie d'Andromeda. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur frappe le cube de 60 points de victoire ou de 50 de 70 selon ce qu'on a fixé. À partir du moment que ça arrive, comme là ça a été moi, on va
le joueur vert va jouer un dernier tour, que ce soit de placer un vaisseau ou de les rapatrier. Je vais jouer un dernier tour et la partie va être terminée. Pour les points de victoire de fin de partie, pour le décompte final, on va aller regarder chaque joueur est à combien sur chacune des pistes. Fait que moi, je serais à 7, 14, 17, plus 6, 23, plus 8, 31 points de victoire pour mes pistes. Évidemment, ça serait beaucoup plus haut que ça dans une vraie partie. On va aller compter les bâtiments, les développements qu'on a réussi à construire pendant la partie valent combien de points de victoire. Ça va être indiqué directement sur la carte qu'on a reçue en cours de partie. Fait qu'il va y avoir un certain nombre de points de victoire selon où on est rendu sur la piste correspondante. Dans ce cas-ci, moi, il vaudrait juste 5 points parce que je suis au niveau 1 dans le bleu. Ensuite, on va aller regarder si on a des bonus de ressources. Fait que s'il me reste des ressources non dépensées, fait que soit du métal, de la roche, du cristal ou de l'or, ils vont me valoir chacun 1 point de victoire si j'ai réussi à me rendre ici ou 2 points de victoire si j'ai réussi à me rendre ici sur la piste jaune. Ensuite, il y a beaucoup de cartes de modules bleus qui vont me valoir des points de victoire en fin de partie. C'est principalement ça qui font les modules bleus. On ne place pas de vaisseaux dessus quand on rapatrie nos vaisseaux, mais ils vont valoir des points de victoire. On peut d'ailleurs faire la différence, on les voit dans le bas de la carte. S'il y a une petite ouverture dans le bas de la carte, ça indique que c'est un endroit où je vais placer un vaisseau. S'il n'y en a pas et qu'il y a un symbole d'étoile, ça indique que c'est des bonus de points de victoire de fin de partie. Fait que si on a des cartes comme ça, on va les compter. On va regarder chacun des leaders qu'on n'a pas utilisé pendant la partie et qu'on a réussi à ramasser va nous valoir 1 point de victoire. Et on va perdre 2 points de victoire pour chaque module qui est encore endommagé en fin de partie. Fait qu'il y a encore un petit cube, un petit jeton rouge dessus. On additionne tout ça ensemble. Celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Alors voilà, c'était les règles de Andromeda's Edge. Je ne pense pas avoir rien d'oublié. À part un détail, quand tu fais un combat, tu peux toujours rajouter, dépenser des cubes verts, des cubes d'énergie pour pouvoir t'ajouter des dés supplémentaires au combat. Ça ne change pas ton targeting de base. Donc, si tu as juste un vaisseau, ça te donne quand même un minimum de 1 par dé. Donc, tu ne relanceras pas tes 1 parce que tu as dépensé des cubes verts. Et tu ne peux pas avoir plus que 6 dés au combat. Fait que même si j'envoie 12 vaisseaux et je dépense 12 cubes, ça va me donner 6 dés. Cela étant dit, si je commence à critiquer au niveau des composantes, les composantes sont vraiment stellaires, quel bon jeu de mots, sont vraiment extraordinaires dans la version de Luxifié. Là, j'ai pas les tokens, dans la façon qu'ils ont fait ça, j'ai pas les tokens de base, je peux même pas te les montrer. Dans le livret d'instruction, on fait référence aux bâtiments comme ça en étant des tuiles, fait que j'assume que ce sont des tuiles. Il y a des standees au lieu d'être des vaisseaux pour la plupart des mini. Tes vaisseaux à toi, je pense que c'est des mini quand même, mais je suis même pas sûr. Fait que je peux évidemment te parler juste de la version de luxe, mais les composantes sont vraiment très, très, très solides. J'aime beaucoup les plateaux de joueurs personnels, j'aime beaucoup les tuiles, une tuile d'une bonne épaisseur, les jetons en acrylique sont vraiment très cool, les jetons de planète sont en acrylique aussi. C'est vraiment très, très, très solide. J'aime beaucoup le design graphique qu'il y a dans le jeu, l'iconographie est super claire. Il y a plein d'icônes que je t'ai pas expliqué, mais que tu vas te retrouver super facilement. Il y a un livret de glossaire qui explique toutes les cartes une par une si jamais tu as des questions. Fait que c'est vraiment très cool. Puis il y a beaucoup au niveau du matériel. Ils ont rajouté beaucoup de matériel qui est modulaire. Fait que tu as plein de petites extensions. Tu sais, les cartes que je t'ai montré, que tu peux lancer des dés qui vont doubler l'effet du module et le briser le cas échéant. Mais ça fait partie d'une petite extension. Il y a d'autres extensions, des icônes que tu as vues, mais que j'ai pas expliqué. Des espèces de petites disquettes noires qui sont dans l'eau des cartes, que là, tu as un espèce set collecting, comme tu peux voir peut-être dans l'eau de cette carte-là, petite disquette. Tu as un espèce set collecting avec ça, puis tu peux rajouter des espèces de lunes dans les nébuleuses qui vont changer un peu. Fait que tu as beaucoup, beaucoup de matériel. Tu as genre trois ennemis de chaque type de lettre. Fait que tu n'auras jamais les mêmes Raiders d'une game à l'autre. Fait que c'est vraiment très cool au niveau du matériel. Il y a une affaire que j'ai vraiment pas aimé au niveau du matériel, c'est étrangement l'insert général du jeu, où je trouve que tout est beau dans la boîte, mais mon Dieu qui est long à monter. Puis avec autant d'inserts de plastique que ça, j'ai l'impression qu'il aurait pu réussir à trouver une façon plus efficace pour installer le jeu, parce que là, tu as plein de decks de cartes différentes. Tu peux une carte d'un paquet de decks. L'insert, ils fournissent dans la version de Luxifié, ils te donnaient des sleeves pour que tu puisses tout sleever le jeu, puis les cartes tiennent pas nulle part dans la boîte. Si c'est tout sleevé, ça déborde de partout. Chaque fois que je sors la boîte, tout tombe de partout. Fait que j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas l'insert pour un insert qui est censé être d'une très, très haute qualité. Je le trouve beau,
mais pas très pratique. Puis généralement, les inserts, je trouve ça le fun quand ils sont pratiques. Les seules parties que je trouve le fun, c'est les parties que tu ouvres puis que c'est placé. Tu as tes plateaux personnels, les plateaux de ressources puis les plateaux de bâtiment qui sont quand même cool parce que tu fais chlourer puis c'est là. Le reste, tu vas chercher des cartes un peu partout, tout tombe de partout, j'aime pas ça. Il y a des jetons lousses dans la boîte, des cartes lousses dans la boîte, j'aime pas ça. Fait que l'insert, je l'aime pas, mais c'est vraiment la seule aspect négatif des composantes pour moi. Et pour terminer, la critique du jeu lui-même, les mécaniques de jeu, bien, c'est sûr que là, dans cette partie-là, il va y avoir plusieurs comparaisons qui vont être faites avec Dwellings of Eldervale, qui était le jeu précédent du même auteur, qui avait fait seul, puis duquel ils reprennent 90% des mécaniques. Je te dis aussi tout de suite que c'est un jeu que j'ai énormément aimé pour des raisons que je vais maintenant t'expliquer. Premièrement, j'aime beaucoup la façon dont la prise d'action va fonctionner à l'intérieur du jeu. Ça fait que la majorité de tes tours, à part un, mais la majorité des tours sont quand même assez rapides. Fait que même dans des parties à 2, à 3, 4 joueurs, j'ai trouvé que le rythme était quelque chose d'intéressant. C'est un jeu qui est long les premières fois que tu vas jouer parce que tu as beaucoup d'options, tu as beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi, mais quand tu assimiles bien le système, les tours de jeu sont quand même assez rapides. Fait que même les parties à 4, on a réglé ça dans 2 heures. Donc, fait, au niveau de ta prise d'action, tu vas prendre un de tes ouvriers, un de tes vaisseaux, tu places sur une planète, tu ramasses quelques ressources, tu te prépares, tu achètes des nouveaux modules, tu fais un paquet d'actions différentes. Fait que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la liberté que tu as dans la façon dont tu vas entreprendre ta partie. Tu as 4 pistes sur lesquelles tu peux monter. Ils vont tous donner différents bonus. Tu peux essayer de faire beaucoup de ressources, faire marquer des points de victoire avec tes ressources en fin de partie. Tu peux essayer de te concentrer sur les modules verts pour pouvoir générer beaucoup d'énergie. Parce que tu vas pouvoir dépenser de l'énergie dans les combats. Tu vas pouvoir dépenser de l'énergie pour activer différents modules. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités au fur et à mesure que la galaxie grandit. Il y a des nouvelles planètes qui s'installent. Tu as toujours possibilité d'aller chercher des nouvelles ressources avec les disques lunaires les espèces de jetons de lune qui vont venir s'installer un peu partout sur le plateau de jeu. Fait que j'aime beaucoup cette liberté-là qui est à l'intérieur du jeu. Je les ai un petit peu dans les composantes. Il y a beaucoup de choix aussi qui vont être possibles avec les factions que tu vas avoir, qui vont donner des pouvoirs particuliers, qui ont des façons différentes de jouer, qui vont avoir des avantages, des défauts. Chacun, tes modules vont te donner. Puis quand tu prends ton action où tu rappelles tes ouvriers, c'est l'action qui est un petit peu plus longue évidemment, mais les modules que tu vas avoir achetés vont vraiment personnaliser l'efficacité que tu vas avoir pendant cette phase-là. Les disques lunaires, dans les jetons de lune que tu vas avoir été chercher, vont également venir beaucoup personnaliser comment tu vas activer tes différents modules. On te donne beaucoup de liberté par rapport à ce que tu avais dans Dwelling parce que tu peux utiliser l'équipe d'énergie. Fait que c'est pas rare que tu es capable de générer ton énergie, utiliser l'énergie que tu viens de générer pour activer différents modules tant que tu as au moins un vaisseau dans chaque ligne, dans la ligne où tu vas activer tes différents modules. Fait que j'aime beaucoup l'aspect engine building qui est à l'intérieur du jeu, où tu deviens de plus en plus efficace, puis vers la fin du jeu, quand on approche de la fin de la partie, tes tours deviennent nucléaires, où là, tu actives 17 modules, tu fais un paquet de ressources, tu te remplis de toutes les ressources que tu peux te remplir, à chaque fois que tu fais un rappel de tes vaisseaux, puis c'est de plus en plus long avant que tu fasses tes rappels de vaisseaux, parce que de plus en plus d'ouvriers, de vaisseaux à pouvoir aller placer sur le plateau de jeu avant d'être obligé de les rappeler. J'aime le combat, il y a encore une bonne part de hasard par rapport à Dwelling of Eldervale, parce qu'on fait juste lancer les deux une fois, puis c'est le dé le plus fort qui l'emporte. Ils ont rajouté une règle que j'aime beaucoup, qui est la règle du ciblage, le targeting, qui fait que plus tu as de vaisseaux dans la bataille, plus tu as de chances de relancer des dés qui sont bas, ce qui va te donner davantage de chances de gagner les 10 combats. Fait que ça donne l'avantage à une grosse armée. J'ai trouvé ça intéressant. Très intéressant aussi, ce changement-là qu'il avait fait dans les règles par rapport à Dwelling. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de hasard dans le combat. Si c'est quelque chose qui t'irrite beaucoup dans un jeu euro, ça va continuer à t'irriter. Si c'était quelque chose que tu n'aimais pas, c'est amélioré. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Lancer un paquet de dés pour régler un combat, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, je le comprends très bien. Il y a beaucoup plus de variété par rapport à Dwelling dans les cartes tactiques. Tu as vraiment un paquet d'affaires différentes qui peut se passer. Et on a rajouté les cartes Sustain, fait que des cartes qui vont rester en jeu pendant quelques tours de jeu jusqu'à temps que tu fasses un rapatriement de vaisseau. Je trouve ça intéressant aussi. Fait que, pour moi, c'est un jeu qui combine beaucoup de choses que j'aime. Tu as du placement d'ouvriers, tu as de l'engine building qui est fait de façon efficace. C'est un jeu qui est assez simple à expliquer, mais qui a quand même beaucoup de petits détails desquels on doit se rappeler. Fait que tes premières parties, tu vas être sujet à oublier certaines choses, oublier certaines règles. Ah oui, c'est vrai, quand on avance sur cette piste-là, il faut faire avancer le marqueur événement. Ça fait 2-3 fois qu'on l'oublie, ou quand on a fait une carte événement, on a oublié de faire apparaître le Raider. Il y a beaucoup de petites choses desquelles tu dois te rappeler.
ce qui va rendre les premières expériences un petit peu plus difficiles au niveau de l'assimilation des règles. Mais le cœur du jeu, le cœur du système est quand même assez simple. Je place un ouvrier, puis quand j'en ai assez ou quand j'en ai besoin, je les répéterai tous pour activer les différents modules que j'ai sur mon plateau. Ce cœur-là, je l'aimais beaucoup. C'était le même dans Dueling. C'était sensiblement le même. Ben, c'était pas sensiblement le même, c'était exactement le même. Et ça, j'aime ça beaucoup. L'autre chose que j'aime bien par rapport à Dueling, c'est qu'ils ont, selon moi, amélioré le système de score de fin de partie qui est beaucoup plus simple. Dans celui-là, beaucoup plus intuitif. Ta piste, je suis rendu à la piste jaune. Mon jeton, il est vis-à-vis de 17, je fais 17 points. Il n'y a pas d'affaire de multiplicateur selon je suis rendu où avec la piste, avec le nombre de cartes que j'ai présentement de cette couleur-là. Il n'y a pas ça. Par contre, c'est toujours les mêmes 4 pistes plus la piste de combat. Il fait qu'il n'y a pas la variété d'avoir des decks de cartes différents qui viennent selon les éléments que tu choisissais dans Dueling. Là, tu as toujours les 4 mêmes séries de modules. Par contre, tu en as vraiment beaucoup de chacun des modules. Fait que tu vas avoir quand même des variétés. Puis les couleurs de modules ont quand même certaines thématiques. Les modules bruns, c'est plus des modules qui vont te rapporter des ressources. Les verts vont te rapporter plus de l'énergie. Mais ils vont avoir différentes variétés, différentes possibilités, différents effets. Dedans, le jeu t'offre plein de petites extensions que tu peux rentrer. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une belle variété dans les monstres, les 5 monstres qu'il peut avoir sur la table, les 5 ennemis qu'il peut avoir sur la table. Tu vas avoir un paquet de choix, fait que tu en as les 5 cartes. Tu as les cartes A, B, C, D et S. Tu as 2 ou 3 ennemis par carte. Fait que tu as comme une quinzaine d'ennemis différentes que tu peux avoir. Fait que ça sera pas les mêmes d'une partie à l'autre aussi. Fait que ça aide beaucoup aussi pour la rejouabilité. Fait que moi, ça a vraiment été... Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, en fait. Les premières parties sont un peu longues. Maintenant, la dernière partie, j'ai joué à 2 joueurs assez réglant dedans de 75-90 minutes. En incluant le setup, mais pas le teardown. Pas en incluant le fait de le serrer. Fait que quand tu joues avec quelqu'un qui est habitué, qui connaît bien les règles, puis qui s'y connaît, qui sait ce qu'il fait, c'est pas un jeu qui va être, je pense, si long que ça. Je l'ai pas essayé à 5 joueurs, on m'a dit que c'était très long, mais je l'ai pas essayé personnellement. Mais à 4 joueurs, ça n'a pas été 3-4 joueurs, ça n'a pas été si pire que ça. Là. Ça a été des parties de moins de 2 heures, 2h30, en excluant les explications pour les fois qu'il y avait des joueurs qui n'y avaient jamais joué. Fait que pour moi, c'est vraiment un sweet spot intéressant. J'aime mieux la thématique de science-fiction générique. Tant qu'à avoir du générique, j'aime mieux de la science-fiction que du fantasy. Fait que j'aime mieux aussi cette thématique-là que celle de Dueling. Donc, finalement, tu l'auras peut-être compris. Si jamais tu connais Dwelling of Eldervale, puis tu es un amateur de science-fiction, pour moi, ça, c'est une amélioration sur tous les points. Il n'y a pas grand-chose que je préférais à Dwelling par rapport à Andromeda's Edge. Fait que moi, c'est sûr que Dwelling, c'est un jeu qui va quitter la collection de jeux, puis qu'on va faire place pour pouvoir jouer plus souvent à celui-là, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça va être clairement un de mes coups de cœur de l'année. Fait que si t'aimes cette espèce de mélange-là, de placement d'ouvriers avec du engine building, un petit peu d'affrontement entre les joueurs, une petite part de hasard, presque un peu d'exploration dans la façon dont la map se dessine, je trouve ça fort intéressant. Fait que voilà, c'était ma critique pour Andromeda's Edge qui va remplacer Dwellings of Eldervale dans ma collection. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Instagram, sur Facebook, peut-être, pourquoi pas, venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que nous espérons être toujours d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.